la dite civilisation occidentale est elle-même perplexe devant les bouleversements de son propre mode de vie. Le patriarcat se trouve fortement ébranlé par le renforcement de nouveaux groupes de pression. La société de classe se transmute en une société d'identité urbaine. L'homme blanc hétérosexuel se trouve obligé de partager le pouvoir avec la femme noire homosexuelle. Oui, enfin, pas tout à fait. Mais il doit faire participer la femme blanche, l'homme et la femme noire, l'homme et la femme homosexuelle. Et dans la foulée, les différences hommes-femmes, noirs, blancs, hétéro-homosexuels deviennent floues. Insatisfaits, les pays de l'axe Europe-Amérique-Japon ont assisté et participé aux coups violents assénés aux religions traditionnelles, avec l'avènement de la laïcisation des États et l'alternative athée. Certes, les religions tiennent la route. L'Amérique affiche en grandes lettres « In God we trust ». L'Europe reste discrète sur cette question. Et Dieu réussit encore à tirer son épingle du jeu. Mais les textes sur lesquels Dieu s'appuyait ne sont plus les seuls représentants de la vérité. La Bible est devenue un mélange de mythologie et d'histoire, mais elle s'est effondrée en tant que principe unique d'explication du monde. Les constructions scientifiques ont pris le relais et celles-ci se trouvent fortifiées par l'efficacité technologique résultant de la science, qui s'avère être un instrument de conquête dans la mesure où le monde s'est laissé enchanter par les merveilles du smartphone et l'automatisation des sociétés, sans parler des instruments de défense et de guerre. Ce virus fatal se trouve inoculé dans les traditions sociales les plus solides. Le Japon l'a adopté et s'est transformé en un des fers de lance de ce choc nommé disruption technologique. Le patriarcat japonais résiste héroïquement en s'adaptant à ce bouleversement social, mais les femmes japonaises se bousculent silencieusement et parfois dans un fracas individuel, par exemple à travers le vagin érigé en œuvre d'art. Collectivement, elles refusent chaque fois plus d'endosser le rôle de responsable de la reproduction, tandis que les jeunes japonais brouillent les cartes des genres. L'anémie du patriarcat est devenue le symbole caché à l'intérieur de la révolution technologique actuelle. Le terrorisme de nos jours combat les virus qui épuisent le patriarcat, le féminisme, l'homosexualité et la laïcité. La terreur s'attaque à l'athéisme, voilée par la laïcité. Elle affronte indirectement la diversification des genres et des comportements sexuels et amoureux des êtres urbains et euro-américains. L'égalité des droits entre hommes et femmes, la reconnaissance de l'homosexualité et de l'athéisme sont des valeurs identitaires qui sont devenues constitutives du monde occidental. À tel point que les pays européens ne se privent pas de faire de petites provocations vers les États réfractaires à ces valeurs. Les gouvernements de l'Europe occidentale adoptent l'acceptation de l'homosexualité en tant que symbole distinctif. La Suisse a envoyé au Nigeria un diplomate qui vivait en union libre avec son compagnon. La France a fait de même avec sa représentation diplomatique au Vatican. Une partie de l'Europe affiche une nouvelle attitude étatique face à l'homosexualité. Dans la vie quotidienne, un brin de dissension devient visible à travers mes patients. Le coming out reste toujours très difficile pour les seniors, surtout pour ceux qui sont mariés et avec des enfants. Dans la génération des 25-35 ans, les couples homosexuels ne se cachent plus tellement et commencent à se poser la question de faire des enfants, et surtout de quelle manière. Les premiers couples homosexuels fondent déjà les premières familles homoparentales en Suisse. Les pédiatres ont un observatoire privilégié. C'est la première génération à se poser cette question. Chez les adolescents de 15 à 20 ans, la question du genre et de l'orientation sexuelle devient plus fréquente. Homosexuel flexible, polyamour, bisexuel, transgenre et rarement transsexuel. Les civilisations de l'OCDE sont elles-mêmes perplexes devant les bouleversements de leur mode de vie. Des traditionalistes s'affrontent contre des groupes de pression munis de drapeaux identitaires.
les civilisations musulmanes sont à la frontière géographique des civilisations laïco-chrétiennes en mutation. D'un côté et de l'autre de la frontière, les peuples s'étonnent et se choquent mutuellement. Le monde musulman et le monde des descendants du christianisme connaissent une intersection, une interpénétration qui s'accélère avec les moyens de transport rapides. Omar Sadiq Mateen, né aux États-Unis, fils de parents afghans, avait été scandalisé par l'attitude de deux hommes qui s'embrassaient en public, offert à la contemplation de ses yeux et de ceux de sa fille. Il a trucidé plus de 50 personnes dans une boîte gay à Orlando. Son acte a été accompli dans un contexte où la communauté gay avait obtenu une extension de ses droits par la légalisation du mariage homosexuel. Les gay prides se multiplient de nos jours aux États-Unis et ailleurs, en dépit de l'épidémie trumpienne. La cause de la ségrégation homosexuelle est mêlée à la ségrégation religieuse et ethnique. Donald Trump en a profité pour demander l'interdiction aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Selon Marie Miraflores, Omar Sadiq était un terroriste terrorisé qui tentait de terroriser ceux qui le terrorisaient. Au Bangladesh, le même conflit prend des accents différents de ceux vus en Amérique. Les combattants qui se réclament de l'islamisme n'ont pas recours aux crimes de masse, mais à la chasse ciblée des hommes, un à un, l'un après l'autre. La chasse aux homosexuels reste importante, mais la traque aux laïcs et aux athées prend le dessus. L'écrivain Pranab Bachania a été persécuté à la suite de commentaires sur son blog. Il a été traqué à Dhaka, la capitale bangladaise, par un groupe qu'il a qualifié de nastique, c'est-à-dire d'athée. Ce titre est devenu dangereux au Bangladesh, pays gouverné par une première ministre, Sheikh Hasina, membre d'un parti censé être laïque. La chef du gouvernement aurait souhaité que les militants laïcs puissent avoir la foi. Des 84 blogueurs et écrivains accusés d'avoir insulté l'islam, 10 ont été assassinés à la hache. Ce pistage toucherait aussi les homosexuels, mais l'article ne nous renseigne pas davantage sur le mouvement LGBT au Bangladesh. Les persécuteurs de Pranab Bachania auraient des liens avec les autorités. La police ne protège pas les intellectuels harcelés qui se trouvent ainsi obligés de chercher refuge à l'étranger. Dans ces guerres idéologiques, le poids de la position de la police et du gouvernement devient un signe de valeur dominante de la région. Aujourd'hui, en Amérique, un homme tue un groupe. Au Bangladesh, un groupe tue un homme, puis un autre, et ainsi de suite. Pour l'instant, les homosexuels et les athées n'ont pas encore eu recours aux armes. Les violences de Cologne durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2016 représentent un autre cas de figure autour du même sujet, lié à l'incertitude du patriarcat. Ce sont les pays de culture germanique où la baisse des valeurs patriarcales devient la plus avancée. Une amie péruvienne de Marie, installée en Suisse romande, pensait s'établir avec sa famille au nord de l'Allemagne, ou mieux en Scandinavie, où la situation des femmes était plus confortable, disait-elle, que sur les terres francophones. Les droits des femmes y ont une telle considération que son ami disait que l'Allemagne n'est pas un patriarcat. Ce n'est pas l'avis de Marie Miraflores, ni de toutes les féministes allemandes qui se sont prononcées à la suite des violences de Cologne. Les attitudes masculines des siècles précédents semblent perdurer dans leur vie quotidienne. Pour rappel, le cauchemar du Nouvel An de Cologne avait des groupes d'hommes agressifs encercler des femmes pour leur faire subir attouchements et insultes. L'interprétation de l'attaque s'est complexifiée lorsque les femmes ont affirmé que la majorité des hommes étaient d'origine nord-africaine, ce qui a été confirmé par la police. Les jeunes hommes en provenance de pays musulmans se sont retrouvés sur la touche. Jeunes, hommes, musulmans, immigrés. Voici une combinaison de 4 traits distinctifs d'un seul groupe. La question de l'âge n'a pas été retenue ni par les journalistes, ni par les féministes cités. Le mélange du genre, de la culture et de l'immigration a rendu l'affaire explosive.
La politique migratoire d'ouverture du gouvernement allemand, fermement défendue par Angela Merkel et fortement attaquée par les nationalistes, a été pointée du doigt de façon plus véhémente en raison de l'événement de Cologne. Les journaux ont privilégié l'aspect du conflit de genre et la division au sein du mouvement féministe. La voix a été donnée aux féministes et aux femmes qui se montraient partagées quant à l'importance donnée à l'origine ethnique des agresseurs. D'autant plus que ce signe distinctif a rapidement été utilisé par les nationalistes traditionnels défenseurs des valeurs patriarcales. Certains blogs féministes ont insisté sur la violence contre les femmes, la violence cachée dans la vie quotidienne. Elles ont relevé que le harcèlement sexuel précédait la vague migratoire. Elles ont placé le racisme et la violence sexuelle sur le même plan. Elles ont dénoncé les agressions passées sous silence dans la très germanique Oktoberfest. Elles ont relevé l'étendue des structures patriarcales allemandes. Par ailleurs, le mouvement anti-islam Pegida et l'extrême droite en ont profité pour protester dans les rues de Cologne. Marine Le Pen, représentante du nationalisme français, a mis en relation la crise migratoire avec la fin des droits des femmes, sous-entendant que la migration serait la cause de la fin de leurs droits. En Suisse, Christoph Blocher s'est obstiné à brandir la menace de l'immigration de masse. Le chef du nationalisme suisse n'a pas fait mention du droit des femmes, contrairement à son homologue française. Le discours du chef de file suisse a été prononcé à l'Albis-Güti. Le monde extérieur ne connaît pas encore l'Albis-Güti, mais Christoph Blocher connaît le monde et il s'en méfie. Il disait « Un pays qui n'a pas les moyens de contrôler ses frontières est un pays qui s'abandonne ». La frontière entre les genres a été abandonnée au détriment de la frontière entre les pays. Les femmes socialistes ont évoqué un grand malaise. Elles luttent au quotidien contre le sexisme et le racisme, et soudain, une race, ou plutôt une ethnie, attaque un sexe, ou plutôt un genre. Elles ont distingué le harcèlement de rue du harcèlement au travail qui serait plus néfaste car moins voyant et plus subtil. Seul Julie Bolland, anthropologue de l'Institut Max Planck en Allemagne, a souligné un troisième élément important, outre la question de l'immigration et du genre, le contexte socio-économique. Précarité, promiscuité, manque de perspectives prospèrent dans les quartiers populaires d'immigrés. Ces populations vivent dans un environnement explosif, propice au délit et capable de nourrir les thèses de l'extrême droite. Les journaux ont oublié de faire une enquête au sein des harceleurs et de leur demander leur description des faits. Un groupe de migrants sous pression trouve sa force dans la masculinité pour intimider le groupe national dominant à partir d'un élément encore exposé, la féminité.